Bienvenue sur le podcast de Transhumance. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouveau numéro présenté par Claire Courroyer. Bonjour et bienvenue sous l'arbre à palabres, 6e épisode consacré aux dynamiques du changement et de la transformation. 70%. Retenez bien ce chiffre conséquent. Qu'il s'agisse de McKinsey ou tout récemment de Mazars, grand spécialiste des fusions-acquisitions, et dont on n'était pas habitué à ce qu'ils prennent ce genre de position, il y a aujourd'hui, et je dirais enfin, une convergence dans la reconnaissance de l'importance du facteur humain dans la réussite ou l'échec d'une transformation d'entreprise. 70% des transformations d'entreprise échouent essentiellement en raison du facteur humain, et plus précisément en raison du manque d'adoption du nouveau changement, conséquence d'un accompagnement insuffisant des équipes dans le projet de changement. Et ça fait du bien que ce soit des métiers qualifiés de durs, comme ceux de la finance, et auxquels on ne s'attendait pas, qui posent aujourd'hui ce bilan sur la table. 70% des projets d'intégration ne produisent au final pas la valeur attendue parce que l'humain n'a pas été suffisamment pris en compte, pas été suffisamment rassuré, informé, associé, formé. Et ce, bien souvent, par une minimisation des résistances, un refus d'aligner les moyens à l'ambition pour accompagner les équipes, la fameuse logique des coûts au lieu de raisonner investissement, ou encore par sous-estimation de l'intensité du gap entre la situation actuelle et la situation désirée. Et c'est très souvent que les gens ont un regard un peu perdu lorsqu'ils m'interrogent sur les différentes activités de notre métier et que je parle de conseils en transformation. La refonte des valeurs d'entreprise, avec le choix d'une nouvelle culture d'entreprise et son appropriation par l'ensemble des équipes, est une des déclinaisons du conseil en transformation. Aujourd'hui, j'ai plaisir à vous partager une petite partie des éléments que j'ai récemment présentés à un nouveau client avec lequel nous venons d'embarquer pour une mission d'une certaine durée. Cette présentation avait pour objectif de mettre à niveau les différents acteurs RH sur la conduite du changement et l'accompagnement des transformations à venir, de distinguer le changement de la transformation, car c'est très souvent que l'on confond l'un avec l'autre, alors qu'ils sont bien distincts, et l'un est la cause, l'autre la conséquence. Et si cet épisode s'appelle « Dynamique du changement et de la transformation », c'est parce que rien n'est jamais statique, même lorsque l'on croit qu'il ne se passe rien, du moins en surface. Parlons d'abord changement. Le changement est constant et peut être à la fois bon et mauvais, selon la personne qui l'analyse. Il peut s'agir de changements politiques, technologiques, concurrentiels, de changements auxquels nous aspirons et que nous accueillons donc favorablement, comme de changements indésirables, alors perçus comme une menace. Et dans ce cas, nous développons différentes formes de résistance. Certains changements sont si minimes et quotidiens que parfois nous ne les remarquons même pas au fil du temps. Pourtant, ils se produisent. D'autres changements sont plus impactants, voire radicaux, comme ceux que nous allons vivre en lien avec l'évolution du climat. Ils seront perçus comme complexes et imprévisibles alors qu'une majorité était prévue par les scientifiques. Si nous revenons au monde de l'entreprise, les différents types de changements les plus fréquents que l'on observe sont dus à une nouvelle vision ou stratégie, de nouvelles valeurs, une nouvelle réglementation, une politique fiscale, une nouvelle organisation, de nouvelles technologies ou méthodes de travail, de nouveaux besoins clients, des changements du marché, de la concurrence, etc. Quelle que soit la nature, la conséquence d'un changement mineur ou majeur aboutit à une nécessité d'adaptation de l'entreprise et des personnes qui y travaillent
ce qui vient bousculer les repères en place. Lorsqu'un changement se produit ou est en passe de se produire, une seule question va déterminer notre position primaire. Vais-je y gagner ou vais-je y perdre? Car face au changement, nous allons d'abord être binaires et c'est notre cerveau reptilien qui produira la première réaction, bien avant que nous soyons en capacité de raisonner. Changement égale danger. Danger égale protection. Protection égale préservation. Parmi les pertes qui peuvent cristalliser notre comportement, il peut y avoir la peur de perdre du pouvoir ou de l'influence, de perdre de la sécurité, de perdre un statut, de perdre la face et sa place, de ne pas être à la hauteur. Et qui dit peur, dit irrationalité, donc ne cherchez pas à raisonner une personne qui a peur. Essayez plutôt de comprendre d'où vient sa peur et d'accueillir celle-ci, d'accueillir le fait que cette peur puisse exister, qu'elle soit légitime ou non. Ce n'est pas le sujet du moment. Notre capacité à survivre et à faire face à cette nécessité va être déterminée par notre capacité à nous adapter et à absorber le choc en évitant de nous déformer. Et c'est là que commence la distinction entre le changement et la transformation. Le changement est ce qui se produit à l'extérieur de nous en tant qu'individu ou en tant qu'organisation et qui nous oblige à nous adapter pour survivre. La transformation est ce qui se produit à l'intérieur de nous en tant qu'individu et qui se répercute sur toute l'organisation, c'est-à-dire les réactions humaines à la suite des changements externes qui vont faire échouer le changement ou le faire réussir en fonction du niveau d'accompagnement qui sera ou non consacré. Et je sais que vous avez tous entendu parler de la fameuse courbe du changement, mais plutôt que de vous décrire les différentes étapes ou phases qui vous ont été rabâchées maintes fois, je vous la présente sous l'angle des 4 temps durant lesquels la transformation intérieure s'opère ou ne s'opère pas, car ce n'est pas automatique. Le premier temps est celui du choc, c'est-à-dire le moment où nous prenons connaissance du changement à venir. Et selon notre question binaire, gain ou perte, sécurité ou risque, notre cerveau entre en ébullition, notre cœur s'accélère et c'est la panique intérieure. Vient ensuite le deuxième temps, celui de la réaction. Par réaction, j'entends instinct de survie. C'est donc notre cerveau reptilien qui entre en jeu dans un seul but, nous préserver. C'est là que remonte tout notre vécu, nos croyances positives et limitantes, nos valeurs, nos sentiments, nos émotions qui nous amènent à osciller entre le déni, la défensive, la fuite, la colère, etc. Ce temps peut être plus ou moins long et pénible en fonction de la façon dont nous percevons ce changement. Puis vient le troisième temps, celui de la réparation, qu'on pourrait aussi appeler restauration, car il correspond à la prise de conscience qui fait que nous ne pouvons plus fuir la réalité. Et cela va nous rendre tristes, voire déprimés, et dans certains cas extrêmes, qu'il ne faut ni moquer ni minimiser, cela peut rendre dépressif pour ceux qui pensent subir un impact majeur ou irréversible. Le passage de ce point bas est indispensable à toute acceptation. Et c'est seulement à partir de là que l'intérêt pour une reconfiguration émerge au travers de questions multiples visant à oser la projection vers un nouveau scénario. Et enfin, le quatrième temps, celui de la nouvelle voie, où notre cerveau limbique se remet à produire de nouvelles idées, où nous retrouvons l'envie de nous remettre en action positive, d'expérimenter et de nous engager véritablement dans une nouvelle place et construire une nouvelle stabilité.
Cela ne veut pas dire que nous étions dans l'inaction auparavant. Nous étions juste dans une action mécanique de survie et non dans une action volontaire avec un sens identifié. Et ça fait une sacrée différence dans l'engagement et la performance, car dans l'action mécanique, on agit en préservant son énergie dans un minimum syndical, voire on fait une contraction ou une action contre le système dans le but de ralentir la mécanique globale de façon consciente ou inconsciente. Tandis que dans l'action volontaire avec un sens identifié, on s'engage pleinement en mettant toute notre énergie au service de la réussite. Et toute personne non transformée est une personne en transition et dont le pouvoir de contagion est important au contact des autres. La transition et sa contamination coûtent cher à toute organisation dont le changement est mal accompagné. Du dirigeant au manager, les acteurs internes du changement ont un défi, plusieurs défis même, à relever. Celui de gérer le visible et l'invisible, c'est-à-dire de diriger et manager des personnes en transition entre leur niveau de compétence de performance et leur niveau de maturité personnelle. Celui de gérer le court terme, le fameux day-to-day, et le cap du moyen terme, d'autant que l'une des erreurs récurrentes des dirigeants consiste à croire que les autres membres de l'organisation, que les équipes, sont au même niveau de compréhension et d'acceptation qu'eux-mêmes. Celui de retrouver l'équilibre entre contrôle et initiative permise et son droit à l'erreur. Autre défi, celui d'accepter que les choses prennent du temps, que construire la confiance et se reconcentrer sur les conditions de succès de ce changement est important. Le défi enfin, de gérer les attentes humaines pouvant paraître contradictoires entre le dur et le mou, le tangible et l'intangible, le factuel et l'irrationnel. Exemple, si je suis manager et que j'ai conscience que l'on attend que je m'adapte à ce changement, je peux dire que j'adhère et avoir un comportement qui va à l'encontre de mes dires. Il va dès lors falloir que l'on m'aide à me réaligner pour que je retrouve énergie, conviction et impact positif sur ma propre équipe et sur le reste de l'organisation. Alors, oui, si c'était simple, ça se saurait. Quelle que soit l'ampleur du changement, la transformation est un processus graduel pour lequel il est utile de créer des espaces de réflexion et de remise en question de nos opinions et pensées présentes. C'est lorsque remise en question et réflexion sont permises que nous allons pouvoir avancer dans notre processus de transformation individuelle. Ce ne sera qu'à partir de là que nous accepterons de tester l'inconnu. Et pour progresser, il me semble utile de rappeler aux personnes qui accompagnent les changements en interne que le soutien et l'encouragement sont indispensables pour permettre à chacune et à chacun d'atteindre sa propre conviction intérieure pour une nouvelle façon de penser et d'agir naturellement dans cette nouvelle approche désirée. Vous l'aurez compris, la transformation prend du temps pour absorber les nouvelles données et être capable de produire la version revisitée que l'on attend de nous. C'est une question de survie d'abord, puis d'identité, d'expérience antérieure du changement, d'ampleur du changement, de perception individuelle, d'explication claire, de compréhension, d'accompagnement et d'aptitude de projection dans le scénario futur. C'est pour toutes ces raisons que nous sommes utiles dans les organisations, car celles et ceux qui ont la charge de battre la mesure en interne pour faire avancer les choses n'ont pas toujours les clés pour décrypter toute la complexité humaine et celle du système en place. Elles n'ont pas toujours le recul et la distance nécessaires pour ne pas être submergées par leurs propres émotions et ou celles des autres. De plus,
Ces personnes, en interne, sont souvent soumises à une pression qui ne permet pas d'entendre ce temps nécessaire que requiert toute transformation, sachant qu'elles sont aussi attendues pour agir différemment. Enfin, et non des moindres, nous avons une liberté de parole et sommes au service exclusif de la réussite de l'organisation. Notre objectif n'est donc pas entravé par quelque intérêt personnel que ce soit. Conduire une transformation pour les autres, tout en se transformant soi-même, relève de l'exploit. Quand nous accompagnons les transformations, nous sommes attentifs à tout. Et notre premier combat consiste souvent à vérifier que les conditions du bon exercice de notre mission sont réunies. Car notre mission est un défi en soi, puisque nous sommes une matière étrangère au système. Nous révélons le bon et le moins bon pour aller ensemble vers un meilleur. Et en référence avec nos épisodes précédents sur la pyramide de Barrett et le lien existant entre valeur et leadership, tout ceci a à voir avec le courage. Car la transformation fait traverser à chacun ses zones d'ombre, le fait sortir de sa zone de sécurité pour l'amener à grandir et à être plus adapté au nouveau contexte. Ainsi, quand nous parlons d'accompagner les transformations, il s'agit d'éviter le rejet et de faciliter la compréhension et l'acceptation du nouveau scénario pour produire le changement attendu. Pour cela, nous accompagnons le processus complexe humain et celui du système qui est mis à nu et mis à mal par les différentes formes de résistance en permettant à chacune et à chacun de retrouver un équilibre acceptable et une dynamique collective plus harmonieuse. Et c'est cette harmonie qui produit de la performance. Et puisque nous venons de parler de changement et de transformation, le prochain épisode, diffusé le 17 octobre, sera consacré à mes rencontres transformantes. Et il se peut qu'il y ait plusieurs volets. Pour l'heure, je vous remercie de m'avoir écouté et vous dis à bientôt. Nassoum.